conclure cette présentation sur le système de transport, je vais plutôt utiliser cette planche. Les études sur le système de transport ont porté sur tout un ensemble de disciplines et de sous-systèmes. Donc voici la liste. Je n'ai matériellement pas le temps de vous parler de tout. Ça serait très long et tout le monde serait parti avant que j'ai terminé. Aussi, cette présentation est focalisée sur les thèmes que sont l'exploitation, le matériel roulant, l'information voyageur, la billettique et ensuite très rapidement l'équipement du centre d'exploitation et de maintenance qui est situé à l'extrémité de la ligne, comme l'ont exposé mes collègues. Alors, entrons tout de suite dans l'exploitation. Tout d'abord, un mot sur le plan de voie. Donc, le plan de voie qui a été conçu pour cette première ligne du tramway de Sfax comporte des terminus dans la configuration, je dirais, classique en tramway, c'est-à-dire que les rames en arrivée déposent les passagers sur un quai, se retournent en arrière-gare et retournent sur le quai de départ, embarquent les passagers et repartent en ligne. Même chose sur les deux terminus. De plus, nous avons prévu des services provisoires. Alors, à quoi servent en fait, à la base, les services provisoires, c'est une communication entre deux voies. À quoi servent ces services provisoires? Eh bien, en cas d'interruption, pour une raison de panne électrique, d'encombrement de trafic ou autre, une partie de la ligne n'est plus disponible. Sur ces services provisoires, on peut retourner les rames et continuer la desserte commerciale sur le reste de la ligne qui, lui, est disponible et reste exploitable. Nous avons donc 5 services provisoires qui sont disposés, on va dire à peu près, on va dire vers les extrémités, entre guillemets, bien sûr, ce ne sont pas les extrémités de ligne, pour rabattre les rames vers le centre-ville, et les autres au centre-ville, qui eux permettent, il m'en manque un d'ailleurs, qui permettent de rabattre les rames, de retourner les rames d'un côté ou de l'autre. Ceci dit, sur le plan de voie. Ensuite, l'intervalle et l'amplitude d'exploitation. Alors, un premier point sur l'intervalle. L'intervalle, c'est un élément très important pour l'attractivité du tramway. Un tramway qui passe trop peu souvent n'est pas intéressant. Il a donc été décidé, dès la phase 1, d'imposer un intervalle en heure de pointe à 6 minutes, ce qui signifie qu'à une station donnée, toutes les 6 minutes, vous voyez passer un tramway dans un sens et dans l'autre. Alors, ça crée une capacité de transport qui dépasse largement les besoins 2022 et 2032. Mais on a ainsi un tramway attractif pour la population. L'amplitude d'exploitation maintenant, nous allons commencer l'exploitation à 5h30 et la finir à 23h30. Donc 5h30, départ du premier service commercial depuis chaque terminus, donc dans les deux sens. Pendant 1 heure, nous allons maintenir un intervalle de 12 minutes, ce qui fait à peu près 5 rames par heure. Et ensuite, nous injectons des rames pour arriver à 7h30, un intervalle de 6 minutes, donc une fréquence augmentée, qui est maintenue pendant les 2 heures de la période de l'heure de pointe du matin. À 9h30, les rames sont retirées de manière à diminuer la fréquence et à maintenir un intervalle de 10 minutes pendant toute la durée de la journée, jusqu'à ce qu'on arrive à l'heure de pointe du soir. Nous réinjectons des rames et nous retrouvons l'intervalle de 6 minutes, et ce, de 16h30 jusqu'à 18h30. Ensuite, diminution de la fréquence, on retrouve l'intervalle de 12 minutes que nous avions le matin, et pour les noctambules, un intervalle de 20 minutes, donc ce qui fait 3 rames par heure, maintenu pendant 1 heure, et 23h30, départ du dernier service commercial dans les deux sens également. Alors, le temps de parcours de la ligne. Pour calculer le temps de parcours de la ligne, on considère un temps d'arrêt en station qui est environ de 20-25 secondes. On a un maximum à 35 secondes sur la station 12. Nous avons considéré un profil de vitesse qui est un profil de vitesse réel d'exploitation. En d'autres termes, la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité, non seulement au carrefour, mais chaque fois qu'on va passer auprès d'un endroit où il peut y avoir une foule et des enfants. Une sortie d'école, un parc public, une mosquée. Donc, limitation pour des raisons de sécurité, et de plus, entre deux points
où l'on limite la vitesse, on ne doit pas réaccélérer brutalement pour décélérer brutalement, de manière à conserver le confort des passagers. Ce qui nous donne la courbe, vous avez ici en vert, et compte tenu de ce profil de vitesse, le temps de parcours donc de terminus à terminus est de 42 minutes dans les deux sens, à quelques secondes près. Vitesse commerciale. Vitesse commerciale, 19 km/h. Bon, c'est élevé comme vitesse commerciale. C'est surtout dû au fait que nous avons, sur 20 interstations, nous en avons 9 qui sont d'une longueur moyenne supérieure à 800 mètres. Donc, grandes interstations qui permettent d'aller plus vite et d'avoir un tramway qui est plus attractif en termes de vitesse de déplacement pour les usagers. Durée du tour, bon, je vous passe les différents éléments qui ont permis de calculer cette durée du tour. Donc la durée du tour, c'est le départ à un point, de circulation sur toute la ligne et retour au point de départ de 98 minutes, 5. Cette durée du tour est utilisée pour calculer la flotte nécessaire en phase 1, ce qui nous donne en ordre de pointe un besoin de 17 rames en ligne, une réserve d'exploitation si une rame est rendue indisponible pour une raison quelconque, un incident passager ou un malaise passager, on injecte une autre rame en ligne, donc une rame de réserve d'exploitation et 2 rames de réserve de maintenance parce que bien, les rames ont aussi besoin d'être réparées. Soit un total de 20 rames à acquérir en première phase. Puisque je parle de rames, bien parlons du matériel roulant. Alors, première caractéristique fondamentale du matériel roulant, ce sont des caractéristiques compatibles des offres catalogue des constructeurs. On ne développe pas de trame spécifique, ça coûte une fortune. On prend ce qui se trouve dans les catalogues constructeurs. Ce sont des classes 45 mètres, ce qui signifie que la longueur de la rame va être de 45 mètres, plus ou moins quelques dizaines de centimètres selon le constructeur. Donc de l'eau de conduite, rame bidirectionnelle, la largeur est fixée à 2,65 m. La capacité, 300 passagers en EL4. Alors EL4, ça signifie que c'est une capacité qui correspond à une densité de 4 personnes au mètre carré. C'est une norme confortable. Dans les pays asiatiques, par exemple, on peut monter à 6 ou 8 personnes par mètre carré, les gens sont très serrés. Mais ici, pour calculer la capacité et dimensionner le réseau, nous sommes fixés cette limite de 4 personnes par mètre carré. En termes de confort, les rames devront présenter un minimum de 20% de place assise, en plus des strapontins. Alors, climatisation par différentiel de température, de manière à éviter les grandes différences de température lorsqu'on rentre et on sort de la rame, c'est toujours désagréable. Une accessibilité par plancher bas intégral, donc les fauteuils roulants peuvent rentrer et sortir facilement dans la rame. Et une information aux voyageurs, je vais revenir dessus un peu plus loin, je ne vais pas m'étendre dessus maintenant. Quelques caractéristiques de vitesse, et de performance dynamique. Donc 80 km/h, c'est une vitesse maximum technique, sachant que le tramway ne dépassera pas les 50 km/h en ville, il est soumis au code de la route, comme n'importe quel véhicule. Et l'accélération, c'est qui permet d'avoir des performances efficaces. Et alors, le jerk, c'est la limitation de la variation d'accélération, c'est donc la limitation des secousses. C'est une valeur qui est normée, ce qui permet d'éviter de secouer les passagers lorsqu'on démarre ou lorsqu'on s'arrête. Motorisation, alors, selon nos estimations, une motorisation 2 tiers, 1 tiers, ce qui signifie qu'il y a 2 bogies équipées d'un moteur et la troisième, elle, est simplement porteuse, sans moteur. Pour nous, ça suffit, compte tenu de la configuration de Sfax, il n'y a pas de grande pente et descente. Alors, classique également, l'alimentation 750 volts par pantographe avec des batteries, mais des batteries qui ne servent qu'à alimenter les équipements de la rame. Les batteries ne sont pas utilisées pour déplacer la rame. Alors, un dernier point sur l'enveloppe dynamique. Alors, l'enveloppe dynamique, c'est le gabarit qui est utilisé pour déterminer tout l'espace de circulation qui va être dédié à la rame au long des voies. Dans cet espace de circulation, on ne doit rien construire. L'importance de ce gabarit dynamique, c'est que plus il est large, plus la plateforme devra être large, donc plus le projet sera cher, et plus on risque d'impacter les propriétés des riverains. Nous avons donc dû restreindre ce gabarit dynamique, mais le restreindre de manière raisonnable, de manière à ne pas éliminer trop de constructeurs. Nous avons donc fixé cette enveloppe dynamique
de manière à ce qu'elle puisse accueillir toutes les rames de cette caisse proposées par les constructeurs selon leur catalogue. Alors, cette caisse, parce que, bien sûr, plus une rame est articulée, plus elle est segmentée et mieux elle s'inscrit en courbe. Ça ne veut pas dire qu'une rame de 5 caisses sera interdite, mais elle devra s'inscrire dans cette enveloppe dynamique. Maintenant, le design, comme l'évoquait tout à l'heure Si Walid, 3 thèmes proposés, architecture, maritime, végétale. Dans chaque inspiration, comme l'appellent les designers, 3 propositions. Je n'en dirai pas plus parce qu'en termes de design, moi technicien, je suis complètement incompétent. La billettique. Alors, le but d'un système billettique, c'est tout d'abord la vente, donc avec un achat de titre qui va s'effectuer en agence commerciale ou en station voyageur directement. Ensuite, une validation, c'est important d'avoir un titre validé pour ne pas être en situation irrégulière. Ensuite, des contrôles. Si on vend des tickets, c'est aussi pour que les gens les achètent. Et puis, une supervision. Le système billettique est supervisé depuis le centre de maintenance. Il faut également encaisser l'argent qui a été dépensé par les usagers pour acheter leurs titres. Et enfin, bien sûr, un ensemble administré comme tout un ensemble informatique. Alors, la conception du système, son but était d'offrir une flexibilité, une bonne flexibilité, tout en limitant les coûts, de manière à pouvoir s'adapter après à toutes les politiques et gammes tarifaires qui puissent être imaginées pour Sfax. Mais on peut donc, à partir de ce système, configurer un ensemble qui est classiquement utilisé sur les tramways. On ne peut pas toutes les configurer. Par exemple, on ne pourra pas utiliser le type de fonctionnement qui est prévu dans les pays nordiques ou les pays asiatiques où il faut valider en sortie. Ici, le principe est une validation à la montée. Les supports, donc les médias, donc ce qui est en quelque sorte ce que vous aurez dans la poche. Papier cartonné, QR code pour les voyages occasionnels, pour les gens qui doivent se déplacer un jour et puis qui ne reprendront pas le tramway avant un mois ou deux. Et carte personnalisée, donc avec sa photo, son identité, sur des cartes sans contact, au format Calypso, alors pour tout ce qui est abonnement scolaire, travail et autres types d'abonnements qui pourraient être décidés pour cette tarification du tramway. Ces titres de transport à valider à bord des rames, sur ces valideurs qui seront des valideurs d'e-mode, hein, donc l'un pour les cartes sans contact, enfin, un lecteur pour les cartes sans contact et un lecteur ici qui se trouve sur le côté pour les tickets papier, QR code, et pour les contrôleurs, bien sûr, leur équipement classique, le portable de contrôle qui permet également de dresser les amendes si un usager est en situation irrégulière. La vente, eh ce que vous allez trouver en station, ce sont des distributeurs de titres automatiques, des machines de vente qui permettent aussi de créer les cartes dans les agences commerciales, et un ensemble d'équipements sur lesquels je ne vais pas m'étendre puisque ce sont des équipements qui servent à la supervision et qui se situent au centre de maintenance. Un mot rapide sur le dimensionnement, donc 28 valideurs au total dans chaque rame, deux valideurs à chaque extrémité et sur toutes les portes doubles, 4 valideurs. Un distributeur automatique sur chaque quai de station avec une réservation sur les stations à forte fréquentation, comme l'a évoqué Si Walid, pour équiper dans le futur la station avec d'autres valideurs, avec d'autres DAT. Pardon. L'information des voyageurs maintenant, pour savoir combien de temps vous attendez quand vous êtes sur une station de tramway. Alors, un mot de technique, le système d'information voyageur, il est connecté à un autre système qui s'appelle le système d'aide à l'exploitation. Ce système d'aide à l'exploitation, c'est en temps réel où se trouve chaque rame et quelle est sa mission. Donc, le système d'information voyageur, lui, a tous les éléments nécessaires pour vous afficher à chaque station des temps d'attente et des destinations. Alors, il va les afficher à travers des bandes d'information voyageurs double face, donc une face de chaque côté qui permet à la borne d'être visible depuis chaque extrémité de quai. La langue utilisée, 2 langues, français, arabe. Et les affichages vont
basculer alternativement, présenter alternativement les mêmes informations dans les deux langues, sachant que ces informations sont rafraîchies dynamiquement en fonction de l'avancée des tramways. Nous allons utiliser 3 lignes d'affichage. Les 2 premières vont être utilisées pour les temps d'attente relatifs aux 2 prochains passages du tramway, et la destination. Comme je l'ai exposé tout à l'heure avec les services provisoires, la destination n'est pas forcément le terminus s'il y a un incident sur la ligne. 3e ligne utilisée à discrétion de l'opérateur du PCC pour une information quelconque qui puisse être utile sur le réseau à un instant T. Cet affichage peut également être totalement changé pour avoir uniquement un panneau d'informatif, alors utilisé soit pour des messages de sécurité, soit pour des événements plus festifs. Par exemple, ici nous en avions un où on annonçait la gratuité du tramway pour une certaine période, c'était sur le Havre. J'ai parlé des stations, maintenant rentrons dans les... Pardon, avant de rentrer dans les rames, lorsque la rame s'approche, vous avez ce qu'on appelle la girouette, donc qui est le fronton au-dessus du pare-brise de la rame, qui va afficher la destination. De même, cette destination va être rappelée sur les bandeaux latéraux à l'extérieur, donc quelqu'un qui se trouve devant la rame sait quelle est la destination de la rame s'il n'a pas regardé la bande d'information voyageur. Maintenant, montons dans la rame. Dans la rame, vous allez trouver des afficheurs qui vont vous donner la destination, la station à laquelle se trouve la rame, ou la prochaine station, de manière à ce que les gens se préparent s'ils ont besoin de descendre, l'arrivée à un terminus, des messages décidés par l'opérateur du PCC, et puis le classique, lorsqu'on arrive au terminus, à bientôt sur nos lignes. Ces informations visuelles sont répétées par des annonces audio automatiques. Donc les personnes malvoyantes ont l'information audio, la même information que ce qui est sur les bornes d'information voyageurs, sur ces afficheurs en arabe. Là, même principe, on affiche en arabe et en français de manière alternée. Alors, un mot très rapide sur le centre d'exploitation et de maintenance. Le but de ce centre d'exploitation et de maintenance, c'est tout d'abord d'être le siège de l'entreprise qui va assurer la maintenance et l'exploitation. C'est un centre d'exploitation au sens où les personnels qui exploitent ces rames, qui exploitent ce tramway, sont basés dans le CDEM. Il sert également à la maintenance et à l'entretien des rames, comme il se doit, mais aussi à la maintenance des installations fixes. Alors les installations fixes, qu'est-ce que ça désigne? C'est tout simplement tout ce qui ne roule pas. Ce sont les mâts de caténaire, ce sont les équipements électroniques, toutes les armoires techniques que vous pourrez avoir le long des voies. Alors, le rappel de situation, restez dessus. Alors, sur l'aménagement de ce centre de maintenance, ici vous trouvez la RN14, l'Oued Agarem. Alors, les 2 accès du centre de maintenance sont tout d'abord l'accès tramway, qui se trouve directement sur la RN14, et tous les autres accès, véhicules personnels, poids lourds, bicyclettes, pour le personnel d'une part et les visiteurs d'autre part, se trouvent dans la rue qui donne ici, sur la façade est du centre de maintenance. Bâtiments principaux, quels sont les bâtiments que l'on voit lorsqu'on entre sur ce site? Le plus haut, le bâtiment administratif, qui comporte le centre commandement, on va dire du tramway. Le bâtiment de maintenance matériel roulant, qui sera le bâtiment le plus vaste du site. Un ensemble pour la maintenance et installation fixe. Et puis des bâtiments, on va dire des bâtiments secondaires, l'un pour la sous-station, l'autre pour la partie prise de service des conducteurs et hébergement des équipes de nettoyage, puisque bien sûr les rames doivent être nettoyées, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Les équipements de ce centre de maintenance, donc nous avons totalement à l'ouest un remisage couvert d'une vingtaine qui va contenir 20 rames, 5 voies de 4 places chacune, une station-service et une machine à laver automatique pour laver l'extérieur de la rame et remplissage de fluide et ainsi que de sable, puisque le tramway consomme non pas de l'essence mais du sable pour améliorer l'adhérence
faire faire entre la roue et le rail. Une position pour les tests, parce qu'il faut forcément tester une rame avant de l'injecter en ligne. Si elle a un problème, elle retourne dans l'atelier. Ensuite, donc, dans le bâtiment de maintenance matériel roulant, nous avons 5 voies, 2 voies colonne de levage, 3 pour les accès en toiture et les accès sous la rame, cabine de peinture, zone de livraison des rames. Et je vais terminer avec le futur qui n'a pas été oublié, puisqu'il est prévu un remisage pour 20 rames supplémentaires le long du remisage qui va être construit en phase 1, 3 voies de maintenance courantes supplémentaires et l'accès tramway depuis le centre de maintenance vers l'aéroport. Donc rien de tout cela ne sera construit en phase 1. Par contre, les provisions, donc l'espace est réservé pour ces constructions futures. Et de manière également à ce que les travaux pour construire ces ouvrages ne viennent pas perturber l'exploitation et la maintenance. Et je vais céder la parole à Aïda. Moi, je vais présenter le volet environnemental et social. Donc, Dira Sahil enquête sociale à l'acceptabilité du projet par les citoyens de la ligne T1. Donc, l'enquête, elle a concerné les 3 délégations traversées par la ligne T1, Saqit Zid, Sfax Lemdina ou Sfax Ouest. Donc, Rina de part et d'autre du tracé, 100 mètres. Donc, ça nous a fait une zone d'influence totale de 2,7 mètres carrés. Les principaux résultats de cette enquête, c'est que les logements fait tracer T1, les logements, ce sont des logements individuels, 64% des occupants sont les propriétaires vides. La taille moyenne des ménages est de 3,9. Le nombre de ménages par logement, c'est de 1. Et que le nombre d'actifs par ménage est de 1,6. Nombre d'actifs, donc les principaux indicateurs socio-économiques qu'on a sortis de cette enquête, qui est la plus importante aussi, c'est la stabilité de résidence de ces citoyens. Donc plus de 50% disant des citoyens enquêtés يسكنوا في الزون هذيك عندهم أكثر من 15 سنة، أكثر من 10 سنين، و35% يسكنوا في الزون عندهم أكثر من 15 سنة. Donc le niveau éducatif c'est un indicateur مهم. 46% de la population enquêtée كملت les études secondaires و 34% كملت les études في الجامعة. La tranche d'âge dominante c'est 25-45 ans, 10 ans, voilà 25-35 ans à 30%, mais la dominante c'est 25-45 ans, donc c'est la tranche d'âge où nous sommes les plus actifs pendant notre durée de vie. سألنا المواطنين هذوما زاد على السيتواسيون بروفيسيونيل نتاعهم. Donc 53% جاوبوا لي عندهم un salaire stable ou 42% instable. Les principales activités socio-professionnelles qu'on a relevées, c'est les cadres, les ouvriers et les commerçants. Et donc, les plus importantes. Donc, 33% des cadres, mais le secteur privé ou le secteur public. 30% des ouvriers ou 12% c'est des commerçants. سألنا زاد الناس كان هما سمعوا بالبروجي نتاع مترو صفاقس ولا لا. دونك 91% جاوبوا اللي هما سمعوا بيه. وكيف سألناهم على رايهم على البروجي 91% زاد جاوبوا اللي معناها يظهر لهم اللي هو مشروع باهي. Les principaux points en positif et négatif qu'ils ont cités. Bon, les points négatifs, c'est principalement le métro qui يزيد في الcongestionnement تاع الترافيك في صفاقس
والا اللي هو ماهوش مشروع بريوريتير ديزون فما حاجات اخرين كارها البلاد تعملهم اهم من المترو نتاع صفاقس. لي افونتاج باغ كونتر سي كو برشا عباد يقولوا اللي معناها هما يخموا اللي المترو يفا اميليوري لي كونديسيون دو ترونسبور هذايا دون بار ودوتر بار بالعكس هو يفا ديكونجيستيوني لو ترافيك خاطر العباد باش يخليو كراهبهم وياخذوا المترو ولا سورتو كو في ثنيه التنوير فما برشا مكاتب وهذايا يساعد برشا لي بارون. والحاجه الاخرى هو اللي الكو نتاع الترونسبور باش يولي اقل وقت اللي الناس تولي تاخذ المترو. ابخي المقترحات نتاع المواطنين اهم حاجه تعاودت لنا في لونكيت هي انهم العباد يطلبوا منا وقت اللي يصيروا لي travaux c'est de réduire le délai d'exécution des travaux. Et en fait, à travers cette recommandation, ils sont en train d'exprimer une certaine impatience de voir le métro خاطر عندهم عوام يسمعوا بيه ومازالوا ما شافوهوش. والمقترح الثاني اللي يجي en deuxième lieu 29% il représente ما بين المقترحات الكل هو انه يكون السوق نتاع التذكره نتاع المترو ابوردابل بالناس الكل معناها من عند الشرائح الاجتماعيه الكل. والحاجه الثالثه سي لا سيكوريتي يوصيو ديما على السيكوريتي العباد يحبوا حاجه ينجموا يتنقلوا فيها من غير ما يتعرضوا للبراكاج ولا سرقه ولا حاجات من النوع هذايا. و7% الاخرين يدوموند ا être informés plus على المشروع هذايا. Donc, l'évaluation environnementale. Donc, l'évaluation environnementale, d'abord, on doit définir les environnements qui vont être impactés par le projet. Ou les environnements humains et socio-économiques, la démographie ou l'emploi, les équipements socio-collectifs, donc les l'environnement naturel, donc occupation du sol, géologie, géomorphologie. Bon, comme on est dans un contexte très urbanisé, l'impact environnemental l'impact social ou l'impact à l'environnement archéologique et historique, étant donné que le métro il passe à côté des remparts de la Médina, qui est un monument historique classé depuis 1912. Donc, on fait l'identification des impacts en phase travaux, en phase préparatoire. Elle concernera essentiellement la libération des emprises. En phase travaux, ce sera les impacts porteront sur l'environnement naturel, donc la qualité de l'air, la qualité du sol, les zones qui ont des problèmes d'inondabilité et l'impact sur la faune et la flore, notamment l'arrachage des arbres, voilà, les palmiers qui vont être enlevés pour faire passer le métro. Impact socio-économique qui se traduit par les impacts sur les revenus, sur les perceptions humaines, le paysage, sur la santé et la sécurité, les travaux dans les quartiers qui vont être traversés par le métro. Les impacts aussi sociaux des risques de conflit entre le personnel du chantier et les populations locales. Ou l'impact évidemment aussi sur le patrimoine archéologique qu'il va falloir prendre en considération. Il y a des mesures particulières pour protéger le patrimoine archéologique. En phase d'exploitation, donc l'impact sur l'environnement naturel, c'est toujours la faune et la flore. Il y aura sûrement replantation de végétation qui c'était 35 hectares de plantation, voilà. Ah ben, ça va. Plus de 3000 arbres à planter, ce qui est extraordinaire. Très bien. Plus de 35 hectares et plus de 3000 arbres. D'accord. Donc l'impact sur les ressources en eau aussi qu'il va falloir protéger, notamment la nappe phréatique. L'impact sur l'environnement humain et socio-économique, bien sûr, ça va être sur les populations directement alignées avec la ligne T1. Les gens qui prennent les routes concernées par le tracé, qui vont être impactés aussi par les bruits et les vibrations, et la mobilité. Ou l'impact sur le patrimoine archéologique, donc se traduit par l'impact des vibrations sur certains monuments, et aussi la valorisation du patrimoine archéologique et culturel
naturelle en cas de découverte fortuite. Voilà, après les impacts, il y aura des mesures d'atténuation en phase préparatoire. Donc en phase préparatoire, il y aura comme première mesure une création d'une cellule de gestion environnementale et sociale entre les CMLS et des organismes externes. Des mesures de communication et de sensibilisation pour toujours tenir au courant la population de l'avancement des projets. Le choix, l'engagement et l'obligation des entrepreneurs. Et les mesures relatives à l'organisation des travaux. Après, pendant la phase travaux, les mesures se traduisent par les mesures générales d'exécution et les mesures de préservation de l'environnement naturel, humain et archéologique. Ou en phase d'exploitation, il y aura les mêmes mesures aussi d'autres mesures de préservation de l'environnement naturel et humain, et en plus des mesures d'entretien. Voilà, nous vous invitons maintenant à regarder l'animation 3D réalisée par l'équipe de Siodit. Si vous permettez, en même temps qu'on visionne la vidéo, je vais rajouter quelques commentaires, profiter à présent pour rajouter des commentaires. Donc ce que vous voyez ici, c'est le tracé donc, par où part le tracé de cette première tranche, donc la ligne T1, comment elle part de Tel Nour, elle passe par la mosquée Chérie, la rocade, Zambourguiba, etc., jusqu'à l'hypercentre, Stade Taïmri, ou la Reine 14. Et au bout, nous avons donc le dépôt ici, là, on va parcourir tout l'itinéraire. Donc, ce que vous voyez ici, à chaque fois, il y a un affichage des stations, des différentes stations. On va commencer par la première séquence sur Tannour, la route de Tannour. Donc là, le tram, il circule au centre, comme on le voit, avec les voitures à droite et à gauche. Et là, les stations sont au centre également, au milieu, avec la circulation véhiculaire de part et d'autre. On voit sur la route, sur la voie, de temps en temps, les stationnements, les places de parking. Là, on est sur le carrefour de Jama Chihir. On voit l'architecture qui a été... C'est l'intersection avec l'avenue Montgisline. Vous voyez comment on s'organise la circulation, le tram qui passe et les voitures qui traversent au fur et à mesure avec une organisation par des feux rouges. Ça, c'est la station, la deuxième station donc, sur le Chihia et surtout le tracé. On voit le traitement, il y a les rampes, il y a les garde-corps, et puis de l'autre côté, il y a les voitures qui passent derrière avec une protection, une bande de protection. Toujours le tramway au centre. Vous voyez ici, nous avons des voies, mais nous avons également des stationnements là où il faut. Les stations sont faciles d'accès, comme je dis, ça c'est les bandes pour les malvoyants, ceux qui ne regardent pas avec des tampons là. Donc nous avons deux voies, une voie à gauche, une voie à droite, donc qui dessert avec les stationnements, avec tout ce qu'il faut pour desservir tous les riverains, que ce soit les boutiques, les commerces. Et on va même sur les côtés, parfois on aménage des voies dont
des rues adjacentes, des rues perpendiculaires. Là, on voit comment on peut aménager une bande cyclable sur l'emprise de 5 mètres. Donc, il y a 1,5 mètre et 3,5 mètres pour les véhicules qui circulent. Bon, cette bande, donc, elle peut être empruntée par les 2 roues, les gens qui circulent à bicyclette. Là, on va se déplacer le long de l'itinéraire pour suivre donc la trajectoire, le tracé du tramway. On va arriver jusqu'à les personnes pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du centre-ville. Mais d'abord, là, on est en train de parcourir tout le tracé. Là, on est à la station numéro 7. On a une idée sur le tissu urbain ici, en passant à travers ce parcours qu'on fait sur une image de Google. Et là, on arrive à l'intersection Taniour Triq Tunis. Et après, on a sur la place des Martyrs, là au marché Hout, là au fond, et là en haut, la Médina, le Médina. Et là, on va justement voir cette séquence de Web Gemini, comment on l'a organisée. Donc ça, c'est l'aménagement. On a créé donc cette circulation, ce giratoire qui appart avec la ligne de tramway qui passe sur le côté pour atténuer un petit peu, séparer les flux et réorganiser la circulation pour l'atténuer justement. Et on voit qu'il y a des stationnements autour de la place en retrait qui permettent d'assurer des correspondances et stationnements pour des voitures particulières, aussi bien que pour les taxis également. Là, on voit la circulation sur l'axe de l'avenue des Martyrs, avec le marché aux poissons, marché Haute. Et on arrive sur la station là, qui est en même temps un pôle d'échange avec les bus et les taxis. Contre les remparts de la Médina, là où il y a le Fesqia également, là, Vous voyez, donc il y a un axe dédié au tramway qui a la priorité. Ça, les stations, donc c'est la station sur la place des Martyrs. Avec ça, c'est éventuellement, imaginez la bouche de sortie, la ligne T2 qui serait éventuellement enterrée à cet endroit-là pour atténuer les problèmes de circulation. Là, on a un exemple sur la priorité qu'on donne au tramway. On voit que le tramway, à chaque fois, il passe, les voitures respectent, ils s'arrêtent avec des feux. Et une fois le tramway qui a la priorité passe, il y a les voitures qui continuent. Donc tout ça, c'est organisé au niveau de la circulation et c'est aidé par un circuit. Donc,